Bonsoir, bonjour. Voilà, donc en avant-première, cette présentation du dernier livre de Franck Bouys, Né d'aucune femme, qui est un livre très beau, déjà, et qui en plus a obtenu une très grande reconnaissance, parce que je ne compte même plus le nombre de prix que vous avez reçus pour ce livre. Et on a eu vraiment beaucoup. Donc on va parler de ça. Franck Bouys, on dit souvent que les romanciers n'écrivent qu'un seul et même roman. Et c'est peut-être parce que tous, tant que nous sommes, nous n'avons finalement pas énormément de hantise. Et que donc on revient un peu sur les mêmes thèmes, sans doute. Cela dit, ce même roman, on l'a dit pour Dostoïevski, l'exemple n'est pas mineur. Cela dit, ce même roman n'est évidemment jamais le même. Donc, la première question que je voulais vous poser, c'est quelle est la continuité, sinon la similitude, ou plutôt que la similitude, entre vos précédents romans et celui-ci? Bonsoir. Alors, on n'écrit pas le même livre, je suis d'accord, on décline nos obsessions. Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, on essaie de changer de voix un petit peu. Oui, évidemment, moi, je crois pas au chef-d'œuvre, moi. Je crois à l'œuvre, comme chaque livre est une ramification d'un arbre. Et moi, je sais jamais où ça part quand j'écris. Je sais jamais où ça va aller. Et donc, ça part tout du même tronc, évidemment. Et ce tronc commun, c'est l'enfance. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé, ce qu'on n'a pas su faire, ce qu'on n'a pas su être, parce qu'on n'avait pas les armes, etc. Donc, toutes les livres, ces petites graines comme ça, d'émotions qui se sont posées comme ça dans le cerveau, trouvent parfois une émotion pour germer. C'est ce qui se passe à chacun de mes livres. J'ai emmagasiné comme ça des lectures, des expériences, des observations. Et puis à un moment donné, c'est comme voilà, ça nous arrive à tous et on est rattrapé par une odeur, par une silhouette dans la rue qu'on a l'impression de connaître. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je suis rattrapé par une émotion et je commence à poser une phrase sur un cahier. Et en fait, pour en revenir à ce que vous dites, c'est très juste. C'est-à-dire que quand je parlais d'œuvre et de ramification, c'est-à-dire que chaque livre est une passerelle qui permet de passer, d'aller vers le suivant. C'est ce que disait Faulkner. Il disait tout livre est inachevé. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, il ne faut pas vouloir achever les livres. C'est pas beau achever. Je crois que c'est Walter Benjamin qui disait tout livre achevé est le masque mortuaire de ses propres intentions. Évidemment, et puis un livre achevé serait la fin de l'écriture, finalement. C'est exactement ça. Ouais. Voilà. Mais oui, je pensais l'émotion, peut-être la terre aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Si on parle de points communs, vous voulez dire de. Oui. Mais moi, c'est quand même avant tout le territoire humain, c'est-à-dire ce sont les personnages qui me. Oui, bien sûr. Et puis évidemment, moi, je viens de cette terre-là, de ces endroits isolés. Donc, oui, je parle de ce que je connais, de ce qui me rattrape émotionnellement, encore une fois. C'est-à-dire que moi, j'ai un rapport à l'écriture qui est très instinctif. Je ne sais jamais où je vais, où ils vont m'entraîner, tous ces personnages-là. J'ai un rapport charnel, sensuel. Voilà, j'ai besoin d'être dans... Voilà, j'ai besoin de m'absenter pour me laisser envahir par les couleurs, les odeurs, enfin tout ce qui se passe autour, et à peindre la scène comme ça. On le sent très nettement à la lecture, oui. Effectivement, mais quand je disais, évidemment, il y a quelques hantises qu'il s'agit finalement de creuser et peut-être de repousser la frontière aussi du livre précédent. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et ce que je voulais vous demander ensuite, c'est quelle est surtout la divergence de ce livre par rapport aux autres. Alors, il est vrai qu'en plus, on plonge dans le différent, si l'on peut dire, parce qu'on n'est pas dans notre siècle. Alors, je sais que vous avez écrit aussi un livre qui se passait
c'est plus notre siècle, en 14-18, enfin au moment de la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe. Mais là, on plonge dans un autre siècle, le 19e, qui est quand même plus loin de nous, encore, même s'il n'est pas très loin. Et vous plongez, si l'on peut dire, dans un autre sexe, puisque le personnage principal, l'essentiel du livre, est constitué par des pages écrites par une toute jeune fille, Rose, qui a 14 ans. Tout n'est pas rédigé dans le livre par elle, mais enfin l'essentiel du livre, c'est quand même ce qu'elle a écrit. Donc tout tourne autour d'un cahier retrouvé, écrit par Rose. Et quel a été le déclic? Vous parliez d'une émotion. Quel a été le déclic pour ce livre? Est-ce que c'est justement le personnage de Rose, ou est-ce que c'est lié à elle, ou est-ce qu'il y a peut-être plusieurs déclics d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous diriez, voilà, tout d'un coup, ce qui m'est venu, il y a une sorte d'alchimie, de précipité chimique quand on se met à écrire un livre, je crois, et qui est la forme et le fond mélangés. Tout d'un coup, voilà, on sait que quelque chose est là, commence, se dessine. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose de précis sur le départ de ce livre ou pas? Le départ de ce livre, c'est une arrivée. C'est mon arrivée, mon retour chez moi, en fait, sur la terre de mon enfance. J'achète une petite maison, en fait, que je me mets à retaper, et je me retrouve à repasser à proximité de ce monastère. Et de cette forêt dans laquelle j'allais jouer quand j'étais gamin avec ma sœur, mes cousins. Et c'est un lieu extraordinaire, c'est un monastère au milieu de la forêt. Et ma grand-mère nous racontait qu'il y avait des souterrains qui allaient un peu partout et que les moines s'enfuyaient. Et moi, à l'époque, je lisais Alexandre Dumas, je lisais Stevenson. Et donc, quand je retrouve là, en fait, toute mon enfance surgit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et surgit un fait divers que j'ai lu il y a une vingtaine d'années, aussi 4 lignes d'un type, un paysan qui avait vendu une de ses 4 filles à un autre paysan. Ça n'en disait pas plus, je ne connaissais pas son... Et cette émotion et je pense que cet entrefilet, c'était quelque chose de l'ordre de la révolte. Ça a fait une étincelle cette étincelle, c'était mon nom c'est Rose, Rose c'est comme ça que je m'appelle. J'ai écrit ça sur un cahier en rentrant chez moi. Sans la connaître, je savais juste qu'elle avait 14 ans, qu'elle savait à peine lire et écrire, et que son père était en train de la vendre. Oui. Mais j'avais jamais écrit à la première personne. Jamais. Et donc vous écrivez à la première personne en vous absentant, comme vous disiez tout à l'heure, pour vous mettre dans la peau, puisqu'on le dit ainsi, d'un personnage qui est quand même relativement loin de vous, donc une toute jeune fille, en effet, qui sait à peine lire et écrire, mais qui va apprendre au point qu'elle va pouvoir rédiger un cahier racontant ce qui lui est arrivé de terrible, puisque, en effet, le départ du livre, non, pas vraiment le départ, puisque la structure est assez complexe et on ne part pas absolument là-dessus, mais enfin, il est question de cahier de Rose, ça oui. Et le départ du livre, de l'histoire elle-même, c'est en effet ce père qui vend sa fille aînée. Et bien sûr, j'avais remarqué l'importance des lieux et de ce monastère qui dans l'histoire devient un asile, d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été le cas ou pas, et avec ces souterrains qui donnent un aspect très, très romanesque, enfin, de même d'ailleurs que le château, ces lieux dans lesquels Rose va se retrouver, qui sont des lieux d'enfermement un peu mythique, dirais-je. C'est un peu le château des contes, avec en plus un ogre, parce qu'il y a... En réalité, là, le paysan ne vend pas sa fille à un autre paysan à proprement parler, il vend sa fille à un maître de forge, ce qui ajoute d'ailleurs à la dimension inquiétante du personnage, rien que ce terme, je trouve, pour nous du moins. Et d'ailleurs, on verra que ça a effectivement, concrètement, quelque chose de très, très inquiétant.
Et elle va se retrouver avec enfin vous allez le dire, aux mains d'une sorte de couple maudit d'une mère et d'un fils. Donc peut-être, sans trop dévoiler ce qu'il y a dans le livre, on peut parler un petit peu de ces personnages. Le sort terrible fait à cette jeune fille, l'histoire avec cette vente, déjà c'est assez terrible en soi, qu'un père vende une de ses filles, et malheureusement en plus, à qui va-t-il vendre cette fille sans le savoir? Ça rajoute à la dimension très noire du roman. Et peut-être que ce personnage aussi, ce personnage du maître, est quelque chose qui vous hantait également. Quand vous parliez de révolte, la révolte, certes, est liée au fait que le père vende sa fille, peut-être aussi au comportement de ceux à qui il se trouve qu'elle est vendue. C'est une question. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Alors vous avez dit une chose au début aussi qui est comment on fait pour devenir rose, mais je ne deviens pas rose. Hein. Non, je m'en doute, vous vous absentez. Non, mais c'est pas. C'est très sérieux ce que je dis. C'est-à-dire que je décide pas de devenir un personnage. Non, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Quand on écrit, il faut accepter d'être possédé. Pas au sens vaudou. Hein, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais ça se fait dans l'autre sens, en fait. C'est comme une affaire d'incarnation, comme un acteur finalement aussi. Oui, il faut prêter. Se laisse habiter par quelqu'un d'autre. Pour que la voix soit juste, il faut prêter sa main, il faut prêter sa peau, et puis. Oui, je le sais. Et puis voilà. Alors il y a cette idée de la femme aussi qui est. Quand on parlait comme ça du livre, moi j'aurais pas pu écrire un livre sur une femme au début. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 4 livres en fait pour arriver à faire monter la féminité entre guillemets en puissance jusqu'à cette lutte à mort avec le mal auquel on peut rajouter un accent circonflexe et un E, qui est incarné par l'ogre qui apparaît dans Plateau, puis Glaise, puis N'est d'aucune femme aujourd'hui. Donc voilà, il y a cet aspect-là aussi de choses qu'on découvre une fois que le livre est terminé, une fois que les 4 livres sont terminés, puisque ces 4 livres, je les considère vraiment comme quelque chose de... Il y a une cohérence, en fait. Cette cohérence, d'abord, c'est d'une part, c'est le territoire. Et l'autre cohérence, c'est que chaque livre est dominé par une saison. Il y a cette idée-là aussi, ça rejoint le côté charnel de l'écriture aussi, c'est nous ne sommes pas les mêmes en fonction des saisons. En fonction de la durée du jour, des odeurs, des couleurs, etc. Et donc je voulais explorer ça sans savoir où j'irais, sans savoir... Et ça va aussi dans le... Je ne sais pas pourquoi j'ai remonté le temps, en fait. C'est-à-dire, plus je parle des femmes, plus je remonte le temps. Je me pose la question. C'est étrange. Grossir le ciel, c'est très masculin, on est au XXIe siècle. Plateau, il y a 2 femmes très importantes qui surgissent, c'est Cory et Judith. Là, on est au XXe siècle, mais fin du XXe siècle. Glaise, Les hommes s'en vont, c'est un livre qui ne parle absolument pas de la guerre, mais de 3 familles restées à l'arrière, dans un coin paumé du Cantal. Et là, elles prennent le pouvoir, vraiment. Et on est en 14. Et là, pour laisser parler cette gamine, on est au XIXe siècle. Voilà, peut-être que Jules Renard avait raison. Quand c'est trop chaud, ça sonne toujours un peu faux. Non, vous reculez pour aller plus loin, je pense. Et est-ce que vous considérez un peu ce livre, du coup, puisqu'il n'y a que 4 saisons, comme la fin d'un cycle? Non, puis alors, l'avantage du romancier, des créateurs, c'est qu'on peut inventer les saisons qu'on veut. Hein. Donc je suis en train d'inventer une 5e saison. Là. Ça, c'est intéressant. Mais
c'est vraiment un truc personnel, un cycle. La plupart des lecteurs, si je ne le dis pas, on ne va pas s'en rendre compte. Je ne pense pas, en fait. Non, mais je crois que dans vos remerciements, vous parlez du printemps. Dans mes remerciements, je parle du printemps. Je me demande, pour traverser ce printemps, quelque chose oui, comme oui, ça. c'est Et donc, tout d'un coup, le lecteur se dit « Ah bon ?» Traverser ce sombre printemps, oui. Parce qu'il est assez noir, ce printemps. Mais tout surgit, c'est-à-dire si le livre commence par un homme, c'est l'homme, le premier chapitre, les premiers mots, c'est « Il était quelque part plus loin que les aiguilles de ma montre, ce sont d'abord des odeurs, etc. » C'est pas pour rien. Parce que moi, quand j'écris le livre, quand j'écris ce chapitre-là de l'homme, puis un peu plus loin l'enfant, un gamin de 4 ans qui est en train de marcher dans une allée gravillonnée, il y a un château, on sait juste qu'on lui a interdit de sortir en temps normal, d'aller au soleil, et il veut juste aller voir un cheval dans l'écurie. Mais moi, pour en revenir au personnage, puisque votre question se terminait là-dessus, mais moi, je n'avais aucune idée de qui était cet homme et de qui était cet enfant. Et du pourquoi on lui interdisait d'aller au soleil. Je n'en avais aucune idée. Je l'ai découvert bien plus tard. Et donc, les personnages, quand j'avais cette phrase, j'avais Rose, évidemment, mais après, les personnages, ils arrivent petit à petit. Parce que, si vous voulez, j'ai compris assez rapidement que cette phrase-là, mon nom c'est Rose, c'est une esquisse, c'est un crayonné que je faisais sur un tableau, sur une toile. Et puis, le tableau, il me semblait assez grand, finalement. Et donc, j'avais besoin de beaucoup de couleurs, même si ce livre est assez sombre. Et Rose, elle n'avait pas assez de couleurs dans sa palette. Parce que finalement, c'est une même scène vécue par divers personnages. C'est leur regard, leur façon de relater les événements. Et donc, Gabriel, qui arrive, je ne le connaissais pas du tout, ce curé, il a ses couleurs à lui. Edmond, le palefrenier, il a ses couleurs à lui. Et c'est pour ça que ce n'est pas un roman choral, c'est un roman polyphonique, c'est qu'à un moment, je parle à la troisième personne, c'est-à-dire quand Onésime et sa femme... C'est-à-dire le père de Rose, Onésime. Voilà. Alors j'imagine qu'il y avait peut-être un petit peu trop d'ombre et que j'avais besoin de les éclairer, de reprendre un peu la main par la voix d'Onésime et d'elle, que je n'ai jamais pu prénommer d'ailleurs. Oui. Mais voilà, l'idée c'était de peindre toute cette fresque-là et de me dire de pas mettre le coup de pinceau trop. Vous savez, le truc, là, quand est-ce que c'est fini? Voilà. Ben, moi, j'ai trouvé un moyen assez pratique de me dire que c'est fini, puisque maintenant que je sais que ça ne sera jamais fini, c'est quand je suis épuisé. C'est-à-dire quand je suis physiquement épuisé, je me dis, voilà, ça doit être ça. Vous parlez de couleurs, et c'est vrai qu'il y a des couleurs diverses, il y a des styles divers, évidemment. Vous n'écrivez pas pareil quand parle Gabriel, quand parle Edmond, ou d'autres, ou quand il est question, et quand vous parlez vous d'ailleurs, enfin, quand vous prenez ce langage objectivé, ou quand parle Rose. Et en effet, la structure du livre est, comme vous dites, polyphonique, effectivement. Du reste, quand nous commençons l'histoire, nous sommes dans la même incertitude que vous. On ne sait pas où on va. On se demande vraiment où on va. Et puis petit à petit, les choses se découvrent. Et se découvrent dans une ampleur noire assez impressionnante, je dois dire. On ne racontera évidemment pas la fin, mais on peut peut-être... Il vaut mieux pas, non? Non, ni la fin, ni même presque la moitié, d'ailleurs. Je sais pas. Mais on va vraiment plonger dans le noir le plus noir. En réalité, non, on ne le racontera évidemment pas, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je veux dire, le livre dépasserait ce que nous raconterons, ce que nous pourrions dire de toute façon. Oui, j'aimerais peut-être revenir un peu sur cette figure de Rose, qui est qu'on pourrait penser victime, et qui en réalité, je crois, refuse d'être victime. C'est un personnage très fort et c'est un très beau personnage. Elle passe de prison en prison,
Et c'est quelqu'un qui est fondamentalement libre, me semble-t-il. Oui, c'est pour ça qu'elle est prisonnière, mais elle n'est pas enfermée. Pardon ? Elle est prisonnière, mais elle n'est pas enfermée. Oui. Parce qu'elle trouve toujours un moyen de s'échapper dans sa tête. En faisant surgir un cheval, en faisant surgir une émotion d'enfance, une rivière, en faisant surgir des épaules. Donc, effectivement, j'ai creusé l'obscurité, mais c'était juste pour donner du travail à la lumière. Oui, c'est ça. Et cette gamine-là, sa route, même si c'est très compliqué, comme vous dites, c'est une résistante. Oui. C'est quelqu'un qui endure, mais qui est persuadé qu'il y a quelque chose d'autre et qui a toujours un moyen de s'en sortir et toujours un moyen de continuer, qu'il y a une raison. Cette lumière, excusez-moi, je vous interromps 2 secondes, cette lumière est d'ailleurs cette lumière inattendue d'une certaine façon, mais que prépare beaucoup de choses, effectivement, dans le caractère de Rose. Et d'ailleurs, un des points vraiment extrêmement intéressants du livre, je trouve, qu'il y ait ça à côté de ces ténèbres dans lesquelles on plonge carrément aussi. Ben oui, il faut bien que je m'en sorte moi aussi. À un moment donné, parce que évidemment, vous imaginez bien qu'il y a des pages qui m'ont bouleversé à écrire. C'est compliqué, ça bouscule. J'imaginais justement, oui, que ça ne devait pas être évident quand même de se plonger, de plonger dans un certain nombre des scènes de ce. Mais ça, c'est un pacte. Une fois que le livre est fini, c'est un pacte après qu'on fait avec le lecteur. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que pendant l'écriture, il faut surtout pas penser au lecteur. Surtout pas, à aucun moment. Sinon, on se mettrait à se dire, oh là, je vais le choquer, là, je vais. Mais non, à ce moment-là, on est plus sincère, on est plus soi. Après, la rencontre peut ne pas se faire, mais ça, c'est un autre problème. Hein. Mais c'est autre chose qu'un speed dating, quand même. Hein. Ça veut dire que là, on se rencontre sur des émotions communes et quelque chose qui n'était pas prévu. Moi, je pense qu'elle se fait d'autant plus qu'on n'a pas pensé au lecteur, justement. Voilà. Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. À cause du côté très noir, très terrible, du fait de la difficulté que vous pouviez avoir vous-même par rapport à certaines... Donc même si on creuse l'obscurité, à un moment donné, on a besoin aussi de l'éclairer, cette obscurité, d'éclairer cette nuit. Et c'est encore plus beau, justement. Hein. On voit les étoiles, quand même, c'est quand même vachement plus joli la nuit. Hein. Et en fait, je vois pas... L'intérêt de la littérature, c'est quand même d'aller vers là, quoi. C'est pas la partie émergée de l'iceberg. Tout le monde la voit, celle-là. C'est-à-dire ce qu'on veut bien montrer. Le jeu social. Ouais. Mais ce qu'on est en dessous, là, un peu, là, il faut le gratter, tout ça. C'est l'intérêt de l'art aussi, de nous interroger sur notre... moi, si j'ai écrit, c'est pour me soulever un peu, quoi. Pour ajouter quelque chose au petit humain que je suis, qui n'a pas grand intérêt, qui est lourd un peu. Donc pour s'alléger un peu, pour se soulever encore une fois, l'art, ça sert à ça, quoi. Ça sert à ça, et ça sert à aller, à pas mettre la poussière sous le tapis. Vous savez, il y a des... Vous disiez, on est un peu perdu au début du livre. Ça rejoint le pacte que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'adore ça en fait. C'est-à-dire que j'adore poser les armes quand je rentre dans un livre. J'ai pas envie de tout savoir, j'ai pas envie de savoir que le type, il est blond, il mesure 1m80, il a un par-dessus, D'abord, dans la vie, ça marche pas comme ça. Si on se rencontre tous les deux, il va te falloir du temps avant de se connaître. On ne sait pas tout de quelqu'un tout de suite. Et donc, dans mes livres, comme ça, en fait, on découvre les personnages au fur et à mesure. Et donc, voilà, tout ça, c'est quelque chose de... moi, l'intérêt que je trouve à la littérature, c'est vraiment ça, quoi. C'est d'aller chercher cette part humaine qu'on refoule parfois, qu'on masque, et qui finalement nous est commune. Bien sûr. Cela dit, le jeu social est très présent.
Mais bien malgré sûr, tout. mais Il est forcément très présent, parce que la domination des uns sur les autres atteint un point quasi absolu dans cette histoire. En tout cas, l'autorisation que se donnent certains d'instrumentaliser totalement les autres et de disposer de leur vie. Et c'est un point quand même important du livre aussi, mais heureusement pas le seul. Il y a en effet toute une épaisseur d'humanité et de complexité chez la plupart des personnages, d'eux étant vraiment l'incarnation du mal à l'état pur, je pense. Et je ne vois pas trop que sauver des personnages des maîtres. Les autres, c'est différent. non, il n'y a pas grand-chose à sauver, je suis assez d'accord. Du maître et de sa mère. Ouais. Mais oui. souvent on m'a dit ça emprunte des codes du conte aussi. C'est vrai, je trouve. Ouais. Vous ne trouvez pas? Ben si, avec le recul, si, mais je n'avais pas percuté moi quand j'écrivais. Non, mais c'est Ben très oui. bien comme ça. Il y a un château, et il y a une forêt, il y a un ogre, Ben oui, mais ma grand-mère me racontait les contes, moi aussi, quand j'étais gamin. Bien Et sûr. le Petit Poucet, ça vous marque hein, quand vous êtes... Des fois, on me dit, c'est un conte cruel, mais vous vous rappelez, vous, les contes? C'est assez terrifiant. Je pense que ça nous marque tous et qu'il est extrêmement important. C'est quelque chose de très beau, justement, de retrouver ces sources ou ces racines-là. Ouais. Non, effectivement, on y pense inévitablement, me semble-t-il, mais ça n'est pas négatif. Loin de là. La différence, c'est que quand on est gamin, on vous pose l'ogre comme ça. On ne sait pas d'où il vient. Peut-être que j'ai voulu aussi montrer que l'ogre, là, il est né d'une femme, lui. Oui. Eh oui. C'est-à-dire, c'est une arme qu'on a fabriquée, finalement. Oui, absolument, parce que effectivement, la femme en question n'est pas innocente dans l'histoire. C'est vraiment le couple maudit de la mère et du fils. Maléfique. Maléfique. Ouais. Mais vous avez parlé plusieurs fois, inévitablement là aussi, de cheval, parce que les chevaux ont une grande importance dans ces livres. Bon, l'un des personnages est palefrenier, effectivement, et beaucoup de choses tournent également autour de lui, et beaucoup de choses se passent dans l'écurie où se trouvent les chevaux. Et là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu mythique aussi dans cette figure, très facilement mythique dans cette figure du cheval, qui revient et qui est vraiment déterminante, complètement déterminante dans ce livre. Ça se passe, c'est comme ça, mais ça, on a l'impression que là aussi on touche à quelque chose de très profond dans cette intervention de l'animal dans l'histoire. Quand je disais me soulever, justement, il y a une belle image. C'est un peu ce que dit Rose quand elle monte pour la première fois sur le dos d'Artémise. Elle voit le monde différemment d'en haut. Oui. Elle s'est soulevée, en fait. Et enfin, moi, je viens d'un endroit, d'un monde où ça parle pas beaucoup. La parole, c'est pas... Et c'est souvent l'animal qui fait le lien entre les humains. Voilà, on fait dire des choses par le biais de l'animal, on fait ressentir des émotions. La scène à laquelle vous faites allusion, évidemment, entre Edmond et c'est ça, en fait. Il lui fait comprendre des choses, sans forcément le savoir, par ce cheval-là. Rien qu'en la faisant monter sur ce cheval. Voilà, oui. Et elle n'aura de cesse, à un moment donné de sa vie, que de faire ressurgir l'image de ce cheval, de lui faire traverser les murs, etc. Oui, parce qu'elle aura bien besoin de traverser les murs, Rose, justement, pour supporter, pour résister, puisque effectivement, comme vous disiez, c'est une résistante. Ah oui, moi j'ai découvert sa force au fur et à mesure. Au départ, je ne la pensais jamais aussi forte. C'était incroyable, quoi. Quand j'ai commencé à écrire, je savais qu'il ne fallait pas que je lui lâche la main. Ça, c'était clair. Elle m'a appris à écrire. Elle m'a appris à écrire à sa façon, parce que
quand je relate, quand j'écris un dialogue, je reviens à la ligne, etc. Et elle m'a dit non, on peut pas, on n'écrit pas comme ça. Moi, je peux pas écrire comme ça. Donc même sur mes cahiers, les premiers jets c'est toujours sur des cahiers, c'est écrit, tout est écrit comme ça. Je me suis pas après au retravail. Vous voyez bien que je pense pas à vous alors. Hein, ça aurait été plus facile. Donc voilà, chaque personnage impose comme ça sa propre voix. Et ça, c'est assez fascinant pour un romancier. Mais je pense qu'en plus, c'est par là que se distingue un romancier, enfin, qu'il est romancier. C'est une voix, enfin, ou c'est la capacité de faire entendre des voix diverses. Avoir une voix et faire entendre des voix diverses par le pouvoir d'incarnation qu'on peut découvrir dans un livre. Là, c'est très fort parce que, en effet, c'est, comme vous le disiez aussi, c'est très charnel. L'incarnation est très puissante. Alors, tout le monde n'est pas incarné avec la même force, mais chacun a sa présence, sa voix et sa présence, effectivement. On est un peu bloqué par le fait que vraiment on n'a pas envie de dire trop de choses sur le livre parce qu'il faut découvrir au fur et à mesure à la fois ce que sont les êtres, en effet, qu'on nous donne à rencontrer, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations au départ, souvent, et puis il y a des revirements aussi. Il y a des évolutions et des revirements. Ça, ça vient de mes premières lectures, ça. Quand j'écris, moi, si je connais ce qui va se passer à la page d'après, ça ne va pas m'intéresser. Quel intérêt d'écrire ce qu'on connaît déjà? Donc vous imaginez bien que l'idée d'un plan, moi, ça m'est complètement étranger. Mais en revanche, c'est se laisser guider comme ça par l'histoire. Et moi, mes premières grandes lectures, c'était Dumas, Hugo, c'était des feuilletonistes. Et j'adore ça, en fait. Quand je pose mon stylo, je me mets dans une mouise pas possible. Et je me dis, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Et je n'ai aucune idée du comment, du pourquoi ça va se... Et puis la nuit, il se passe des choses, etc. Et le lendemain, quand je reprends mon stylo, eh ben, ça se redéploie. Parfois, ça se déploie, mais pas exactement où j'aurais pu imaginer que ça irait. Mais ça va quand même, ça continue. Ça se dévide comme ça. Mais parce qu'un livre qu'on écrit, c'est une histoire que quelqu'un ou quelques-uns vous racontent, beaucoup plus qu'une histoire qu'on raconte soi. Sinon, effectivement, ce serait impossible d'écrire, je pense. On met toutes ses forces dedans, mais s'il n'y avait pas cet appel, de quelqu'un d'autre, si l'histoire ne se racontait pas en quelque sorte un peu par elle-même, et je pense que c'est ce que vous dites, mais tout le monde se lasserait d'écrire, j'imagine. Ce serait de la fabrication, alors que là, ça n'en est pas. Là, c'est l'abandon aussi à quelque chose qui passe par vous, qui vous prend. Et évidemment, ça ne tombe pas complètement du ciel. Enfin, il y a un monastère, il y a une forêt, il y a des souvenirs de lecture d'enfance, il y a plein de choses, n'empêche. Ça nous amènerait à parler alors, il n'y a pas qu'un type de littérature. Hein. C'est vrai. Parce que moi, je connais plein de gens qui fabriquent des livres. Hein. Moi aussi, mais c'était pour dire que vous ne le faisiez pas. Non, mais j'avais bien compris. Merci. Mais c'est pas compliqué de fabriquer un livre. Hein. Oui, mais je pense que ça doit être... C'est assez simple. Hein. Ça doit être assez assommant aussi. Mais enfin, peut-être pas, pour ceux qui le font. Je sais pas. Bon, c'est autre chose, mais... Enfin, je n'en vois pas l'intérêt, personnellement. Voilà, si on a envie de vendre beaucoup d'exemplaires... Après, tout est respectable. Moi, à partir du moment où c'est assumé, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Après, il ne faut pas... voilà. Moi, la fabrication m'oppose un peu. On ne peut pas tout comparer. Et puis, il y a plein de lecteurs, hein, plein de types de lecteurs différents. Hein. Il y a le lecteur qui a envie de retrouver la même histoire. Voilà. Il y a le lecteur qui a envie de se mettre en danger, qui est capable de faire un pas de côté, puis d'aller... C'est Marguerite Yourcenar qui disait ça, qui disait que le lecteur avait un rôle fondamental dans l'évolution de la littérature et qu'on n'avait que ce qu'on méritait.
Et elle disait, mes petits chéris, quand un lecteur, il ne doit pas avoir envie de se trouver dans un livre. Il doit pas... Vous savez, ce truc d'essayer de m'identifier. Non. Elle disait, le lecteur, il faut qu'il accepte de se perdre quand il rentre dans un livre. Voilà. C'est pour ça que je disais que moi, quand on commence, quand on ne sait pas où on est, ben, faites-moi confiance. Je vous expliquerai qui sont cet homme et cet enfant. Mais pour le moment, je ne sais pas qui ils sont, moi. Mais à un moment donné, on le saura, ensemble. Donc, et c'est très drôle, en fait, parce que vous imaginez bien que quand on écrit 2 chapitres comme ça et qu'on ne sait pas qui sont ces personnages-là, on est en plein doute. Parce que je dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas qui ils sont. Et au fil des livres, quand même, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on doute toujours autant, mais on prend confiance en son doute. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va vous mener quelque part. Et que c'est ce qui vous tient, en fait. Une espèce de tension comme ça qui fait que vous n'allez pas lâcher l'affaire jusqu'au bout. Et finalement, très étrangement, tous les petits cailloux que j'avais semés, eh bien, ils m'ont resservi plus tard. J'ai fait comme le petit poussé, j'ai été capable de retrouver mon chemin. Et le lecteur, j'imagine que ceux qui l'ont lu, ils ont envie de faire un aller-retour à un moment donné, c'est-à-dire les quelques chapitres avant l'avant-dernier chapitre, on se dit, mais ah ouais, d'accord, ok. Donc je vais relire L'homme et l'enfant. Oui. Et on comprend tout, en fait, parce que tout est là dans les 2 premiers chapitres, mais on est incapable de comprendre, évidemment, parce qu'il manque plein d'éléments qui vont arriver après. Mais ça, pour en revenir, c'est vraiment la littérature que j'aimais, moi, c'est-à-dire que je refermais un chapitre un soir, et je me dis, mais vivement demain, quoi. J'ai envie de retrouver Jean Valjean ou l'abbé Faria, ou je ne sais pas, c'était ces grands romanciers monstres, vous savez, là, Victor Hugo, je suis en train de relire Victor Hugo, là, mais c'est extraordinaire, Victor Hugo. Oui, je pense effectivement qu'on est amené à relire, à repartir en arrière dans votre livre. Mais c'est ce qu'on fait aussi en lecture. Oui. Je pense que plus on lit, en fait, à un moment donné, on se dit, bon, tu vas revenir un petit peu au socle. Oui. Parce qu'on nous a fait lire aussi des livres trop tôt. Et c'est vrai qu'on est un peu intrigué. Vous avez écrit, ça je ne sais pas si vous voulez le dire, mais pourquoi pas, vous avez écrit au fur et à mesure, avec quand même cette idée de Rose qui vous avait pris au départ, si je comprends bien, cette phrase dont vous parlez, je m'appelle Rose, enfin, qui était là quand même, qui était un peu ce qui vous appelait à plus loin, mais vous avez commencé par ce qui est écrit au début du livre. Vous êtes allé vous avez écrit le livre petit à petit, vraiment tel que nous le lisons. Oui, exactement. Mais Rose, c'était l'étincelle. Voilà, oui. Et après, j'ai écrit tout de suite, il était quelque part plus loin que les aiguilles de ma montre, et puis j'ai l'idée des cahiers de Gabriel. C'est arrivé, voilà. C'est arrivé comme une énigme pour vous, d'une certaine manière. Oui, alors, vous ne saviez pas du tout ce qui allait se passer ensuite et comment les choses allaient se dénouer. Oui. Non. Oui. Je ne savais pas qui était cette femme que va bénir Gabriel. Je ne savais pas qui elle était. Hein. Oui. Mais on écrit beaucoup quand on n'écrit pas. Bien sûr. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu déjà ce livre et peut-être avez-vous vous-même des questions à poser à Franck Bouys. Oui, moi je voudrais recommander chaudement ce livre parce que pour moi ça a été un choc, un des chocs littéraires de l'année. Et ce qui est drôle, c'est qu'au FIRN, vous allez rencontrer un autre choc, c'est Victor Delarbole, et il me semble que vous faites partie de la même famille d'écrivains, c'est-à-dire des écrivains qui sont profondément humains, parce que cette histoire de Rose, elle est bouleversante, elle est terrible, hein, on voyage vraiment au cœur des ténèbres, mais et
en grande partie à cause de votre écriture. Votre écriture, elle est lumineuse. Et malgré le côté terrible, parce qu'on se dit au fil des pages, c'est pas possible, ça va pas arriver. Et puis si, ça arrive. Et puis d'autres choses arrivent encore. Mais il y a des moments, comme cette scène, effectivement, qui est un peu la découverte de la sensualité et de l'amour, là, cette scène où Rose monte sur le cheval, qui est très très belle. Il y a d'autres très belles scènes, mais c'est une écriture en même temps qui est très sobre. Il n'y a aucun effet recherché, et je crois que ça tient à la profonde humanité. Enfin, il y a une empathie de l'auteur pour ses personnages. C'est pas un livre fabriqué, c'est un vrai livre. Et franchement, enfin, c'est un très très beau livre. Ben, merci. Bonsoir, excusez-moi. Alors moi aussi, je me suis vraiment régalée à la lecture. Je suis contente que vous parliez de l'écriture parce que moi, c'est vraiment ça. J'avais lu Avant grossir le ciel et dans les deux, j'ai eu au tout début la même chose, la même réaction, c'est-à-dire quelle description. C'est-à-dire quelque chose vraiment dans la langue que j'ai trouvé absolument magnifique, y compris dans la qualité des descriptions des lieux. Alors il n'y en a pas beaucoup finalement, mais quand elles sont là, il y a des formulations qui, moi en tout cas, vraiment m'ont beaucoup touchée. Je trouve qu'il y a une forme de délicatesse, c'est quelque chose que j'ai du mal à exprimer, mais je pense que c'est la sobriété dont parle la dame, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce qui est. Quand vous écrivez, c'est ce qui est, point. Il n'y a pas plus, et en même temps, il y a tout ça déjà. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé enthousiasmant, même si je vous avoue que j'ai fait une pause aussi au milieu du livre, parce qu'il y a un moment où on se dit waouh, jusqu'où ça va aller, quoi. Voilà, et je vous attendais au tournant, excusez-moi, et vous ne m'avez pas déçu. Voilà, donc je vous remercie aussi pour cette fin, pour toute la délicatesse du reste. Et je suis très surprise en fait de la façon dont vous expliquez que vous écrivez, puisque c'est souvent, en tout cas moi j'ai souvent plutôt entendu des auteurs parler de retravail en fait de la langue. Alors du coup voilà, vous retravaillez la langue ou pas? J'ai bien fait de venir. Oui, je retravaille la langue. Oui. Je retravaille beaucoup. Faut pas croire que ça sort comme ça. Parce que pour faire un livre, il faut des personnages, il faut un territoire humain, physique, mais il faut la langue. Et moi, j'aurais adoré être musicien. Je joue pas d'instrument, mais j'essaie de faire de la musique avec des mots et avec les silences entre les mots. Voilà, c'est ça m'intéresse. Et parfois, quand je retravaille les voix, je peux un mot peut m'accrocher. Le premier jet, on se laisse souvent emporter c'est-à-dire souvent l'émotion précède le sens. On se laisse embarquer comme ça par les mots. Et on se rend compte à la relecture que les mots, ça suffit pas. Il n'y a pas assez dedans, c'est ce que dit Rose à un moment. Et pour leur faire dire autre chose, et pour les ramener justement à l'émotion, eh bien, il faut les accoquiner des fois de façon un peu bizarre. Parfois même un peu bancal, il y a des accidents. C'est magnifique les accidents en art. C'est ça qu'il faut exploiter, c'est pas la perfection. Et donc, comme ils sont accoquinés, des fois ça vous fait une musique particulière. Et en fait, la musique va précéder le sens, et le sens va arriver après. Vous savez, je cite souvent cette magnifique chanson de Bachung, La nuit je mens. Vous écoutez ça, mais vous ne comprenez rien, quoi. On ne comprend rien. Deuxième fois non plus, troisième fois non plus. Mais c'est toujours une émotion, on pose son émotion sur ces mots-là. Et comme vous, quand vous entrez dans un livre, eh bien vous y entrez aussi avec votre vécu, votre histoire, vos lectures. Donc voilà, je peux retravailler beaucoup, mais c'est de l'ordre de l'artisanat, ça, vraiment. Et notamment les dialogues. C'est très très compliqué d'écrire un dialogue. Et on écrit toujours trop au départ. On se fait embarquer. Moi, il y a toujours au moins un tiers de dialogue qui est supprimé.
Et il n'y a qu'une seule façon, à mon avis, pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Vous savez, un dialogue, il ne faut pas que ça dise, il faut que ça parle. Et souvent, quand je lis des livres, ça me sort en fait complètement de ma lecture, parce que c'est pas bon. On ne parle pas comme ça. On n'utilise pas des doubles négations quand on se parle. Et c'est-à-dire, il y a des gens qui vont vous écrire le dialogue comme la prose. Et non, ça ne marche pas. Et alors, moi, j'ai trouvé une solution, c'est que je m'enregistre. C'est-à-dire, je lis, j'enregistre, et dès que ça accroche, je supprime, je rabote, et je garde juste ce qu'il faut. Enfin, ce qui me semble... Je crois qu'arrivé là, il faut remarquer que l'artisanat n'est pas du tout la fabrication, justement. Ah mais non. Ah mais non, non, parce que je suis allé tronçonner l'arbre, j'ai débité les planches, hein, il est unique cet arbre, et je les ai débités de... Voilà, il y en aura pas... donc le meuble qui va en sortir, il n'y en aura pas deux pareils, évidemment. Et puis en plus, j'aime bien mélanger les bois différents, moi. Voilà, j'aime pas le truc marketé, vous savez. Le plus beau meuble que j'ai, c'est mon grand-père qui l'a fabriqué. C'était pendant la sortie de la guerre, il n'y avait plus de bois. Et donc il y a du merisier, du châtaignier, du chêne, et il y a 4 ou 5 bois différents. C'est une merveille. Mais il n'y en aura pas deux comme ça. On peut faire de l'art avec plein de choses. On va dire que là aussi, il y a des bois différents dans ce livre. Des voix et des bois. Bonjour. Moi, j'ai été indignée par la lâcheté des personnages dans votre roman. Surtout le père. Il y a aussi, mais après, il essaye de se racheter. Il y a aussi Edmond, le docteur, l'infirmière. Donc, tous ces personnages-là n'aide pas beaucoup Rose dans son malheur, et donc elle est assez isolée. Et justement, au lieu de s'enfoncer ou de se résigner, elle trouve quand même une force, et donc c'est assez impressionnant, parce que beaucoup de personnes couleraient, quoi. Donc c'est assez impressionnant, ce personnage qui est si forte. Et donc il y a beaucoup de questions de remords aussi dans votre roman, et les personnages qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire et tout. Et ça pose beaucoup de questions, voilà, sur l'âme humaine. Ils ont tous une histoire, ces personnages. Mais moi, j'ai pas envie de les juger, ceux dont vous parlez. J'ai pas envie de juger Edmond. Puis qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire quand toute votre vie, on vous a dit que vous n'étiez personne. C'est-à-dire que vous êtes un personnage sans identité. Qu'est-ce que vous faites de ça? C'est-à-dire qu'on peut juger le personnage avec son histoire là, mais on ne peut pas se mettre à sa place. Et lui, il est uniquement dans... il ne sait absolument pas quoi faire de ses émotions. Il les jette comme ça en pâture, il les balance des phrases assez courtes, mais il n'a aucune capacité d'action. Et au premier abord, on dit, c'est un lâche, effectivement. Mais je peux l'entendre. Oui, le docteur, c'est un type qui est assez gratiné. Oui, le docteur, c'est autre chose, je dirais. Et on en parle rarement, mais il est très important dans le livre. Oui. Un peu l'âme damnée du maître de forge. On ne sait pas les liens qu'il y a entre les personnages. En tout cas, c'est un complice. Mais c'est peut-être plus. Il faudra lire le livre pour ceux qui n'ont pas lu. Oui. Mais tout est... J'ai vraiment rien laissé au hasard. C'est parfois même juste une phrase, mais qui doit éclairer le récit. Ouais. C'est bon signe, ça, quand on a envie de relire un livre. Ah oui. Oui, ben
Ben, l'enfance, ça me rattrape systématiquement quand j'écris. Hein, c'est évidemment que j'aurais pas pu écrire ce livre si j'étais pas adulte, mais n'empêche que je remonte le temps. On creuse vers son enfance, quoi. Voilà, ouvrir ce sac d'émotions dont on n'a pas quoi su faire. Et souvent, quand on est adulte, on laisse tout bien fermé, hein, parce que c'est des fois pas très confortable d'aller gratter. Donc, ouais. Même cette couverture, elle est belle, hein. Sarah Sodek, photographe tchèque. Autoportrait. C'est un autoportrait, ouais, qui est assez récent. Ouais. Et le titre, c'est étrange. Je lance les paris. D'où vient le titre? Comment? J'ai entendu. Macbeth. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. En fait, le titre prend toute son importance à la fin du livre, finalement. Et moi, j'ai eu un choc, dans mon sens, en lisant ce livre. Ça a été vraiment un choc littéraire que je n'avais pas eu depuis longtemps, depuis très longtemps, je dirais. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle dise « grâce aux mots, je me délivre des mots ». Et cette partie-là, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée beaucoup. J'ai trouvé ça. Et le fait qu'elle emploie des mots qu'elle ne connaît pas, et simplement parce qu'elle trouve ça beau, quoi. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment chouette. Vraiment. Merci. Mais on peut se satisfaire juste du beau, sans essayer de l'expliquer. Ça peut, voilà, on est rattrapé par la beauté des fois, sans être obligé de l'intellectualiser. Quelque chose nous plaît, c'est comme ça. Ça se transmet. Et on n'est pas tous rattrapés par le même beau. C'est ça qui est... C'est une notion un peu étrange. Et moi, d'où je viens, en fait, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, le beau. C'est quelque chose que vous découvrez au fur et à mesure. Et l'art aide beaucoup à ça, à se fabriquer son propre beau. Et ben oui, je crois que si je continue à lire, c'est que j'ai encore à faire grossir cette boule de neige de beau avec la photographie. Quand je découvre cette photographe, là, c'est en lisant, en regardant des toiles, en regardant des films, voilà, tout ça, c'est... Mais il faut trouver ce qui nous convient, en fait. Il y a des choses qui ne nous conviennent pas perdre son temps, quoi. Il y a tellement il y a des livres, vous lisez, enfin moi ça m'arrive, je lis 3 lignes, une page, c'est bon, je sais que c'est pas pour moi, ça me convient pas, j'arrête. Pareil, il y a des artistes, des peintres, c'est pas pour nous, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et puis à un moment donné, on trouve comme ça, on devient plus sélectif, Et la littérature, c'est ça. Il faut, quand on écrit ou quand on lit, il faut tirer le bon fil, il faut avoir la sensibilité, en fait. Et moi, je remercierai jamais assez ma grand-mère de m'avoir offert l'Iliade et l'Odyssée. Parce que c'est l'extrémité du fil. Voilà. Le plus grand roman d'aventure jamais écrit, quoi. Peut-être l'Ancien Testament, mais quand même, l'Odyssée, il y a tous les thèmes de l'humanité sont là. Et puis après, voilà, une fois que vous avez compris ça et que vous êtes perdu un petit peu, parce que moi, personne ne m'a guidé, j'ai fait 0 études littéraires, hein. J'ai fait des études agricoles et j'ai fait de la biologie après. Et donc, j'allais dans ce qu'on appelait des bibliothèques à l'époque, dans des librairies, et puis je piochais, mais n'importe quoi. Ce qui me paraissait... donc je pouvais prendre Bob Moran, Tintin, mais Jules Verne aussi, Dumas, et Mallarmé, Shakespeare.
C'est pour ça que ça me fait un peu drôle quand on me dit vous êtes un auteur de romans noirs, vous êtes un auteur de romans policiers, vous êtes un auteur de... Ben, pour moi, il y a une porosité moi, entre les genres. Je me suis nourri à tout. Et puis voilà, j'ai accroché sur ce fil d'Homère, j'ai accroché les grands romanciers, les grands écrivains qui m'ont permis d'écrire à un moment donné. Voilà. Et Shakespeare, Joyce, Dostoïevski, Faulkner évidemment, McCarthy. Voilà. Il faut trouver sa famille. Mais c'est bien de l'agrandir un peu. Y a-t-il d'autres questions ou pas? Peut-être qu'on peut s'arrêter sur ces mots et ne pas s'arrêter devant le livre, enfin s'arrêter devant le livre, oui, pour s'y plonger, pour commencer à s'y plonger. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je pense que les quelques témoignages ont été très éloquents sur cette lecture, que je vous conseille évidemment moi aussi très fortement. Eh bien, merci. Merci à vous, merci à tous. Et